Je rappelle que nous recevons Mbalo Diatiab, docteur honoris causa, qui est quand même un syndicaliste reconnu, réputé, et qui nous fait le plaisir d'informer qu'il est dans ce domaine quand même depuis Mathusalem et il est allé de conquête en conquête. Mais dans toutes les conquêtes quand même, il y a ce combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Donc vous rendez à contre-courant du pacte de stabilité national ou social, je ne sais pas quel qualificatif il va falloir clairement définir. Finalement, si c'est un pacte, donc il est un pacte d'instabilité. Oui, un pacte d'instabilité même des sectoriels et un pacte de stabilité des frontières. Non, parce que moi j'ai noté, vous avez Ande Guessem non partant, vous avez Sutelec non partant, G7 non partant, mais finalement... Ah, tu as fait le décompte, n'est-ce pas? Il reste quoi? Il reste quoi? Mais est-ce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui... Ça signifie que ces syndicats-là ont désavoué leur secteur général. Mais c'est la porte ouverte à la pagaille. C'est de la pagaille aussi. Mais évidemment, c'est la porte ouverte à tout. Parce que est-ce qu'on peut, par exemple, nous demander de faire l'économie de tout cela? Depuis le 30 mai, je le répète, 2022, nos camarades qui sont dans les établissements publics de santé, qui ont droit à des normes de logement, qui ont droit à d'autres augmentations, ils n'ont rien reçu. Nos camarades des collectivités territoriales, les décrets qui sont là, qui ont été signés depuis 2022 et bien avant. Mais pourquoi, si par exemple on avait pris la précaution ou bien demandé à chaque organisation syndicale et discuter carrément de cela, l'État pour dire que bon voilà, j'étais pas là, mais c'est mon passif, parce on hérite d'un actif et d'un passif aussi. Et de ce point de vue, on pourrait dire que le pacte là a hébergé tout, voilà l'échéancier. On saura qu'en 2026 ou 2027, 2029, on fera ceci ou cela, et en 2029, etc. Mais quel est l'échéancier? Le pourquoi, le comment et le quand, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Moi, je ne sais pas. Donc, au nom de quoi ces gens ont signé? Je ne sais pas. Au nom d'un pacte, peut-être. Au nom de pacte? Oui, oui. Qui n'est que de nom. Est-ce que le combat des centrales et celui des syndicats est différent finalement? Mais ça signifie quand même que c'est un combat différent. Encore que les sectoriels, par rapport à leurs départements respectifs, peuvent se battre, décrocher des acquis, mais qu'il faut matérialiser. Mais dans ce pays-là, on est toujours dans ce cercle vicieux-là, grève, négociation, ensuite grève pour l'application de négociations, grève encore pour d'autres négociations. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et l'État aurait pu se dire, bon voilà, dans chaque département ministériel, voilà les accords, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, ça. Mais au finish, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Des engagements du gouvernement, des attentes du gouvernement, engagement des centrales et attentes des centrales, engagement du patronat, attentes des centrales, engagement, attentes. C'est ça, en fait. Mais vous pouvez me dire ce qu'on va faire déjà avec ça? Les questions financières là, quoi? Et l'État ne s'est pas prononcé. Et ensuite, on nous dit que ce qui doit être fait sera hébergé dans une loi de finances rectificative. Et moi, on a entendu M. le Premier ministre dire que donc ça fera l'objet de façon d'une loi de... Parce que c'est ça dans la transparence, mais hébergé dans la loi de finances rectificative. Eh bien maintenant, même si c'est dans la transparence, oui. Mais si la transparence presque, enfin, fait transparaître aussi que ce pays-là n'est pas en mesure, ou bien l'économie n'est pas en mesure donc de régler ces questions-là, de passif-là, qu'est-ce qu'on fera? Mais on est dans une situation de ruine aussi. La situation du pays est assez compliquée. Oui, mais financier à tout point de vue. Oui, mais ruine sans, ruine sans décombre, je pense bien. Ruine? Il y a des ruines. Mais il n'y a pas de décombre. Il n'y a pas de décombre. Ah, j'ai pas vu les décombres. Parce qu'à chaque fois... Non, c'est une expression imagée, ça ne veut pas dire qu'il y a des décombres. Non, je ne sais pas trop, en tout cas c'est imagé aussi pour moi aussi. Moi aussi, l'État est compétent de sa compétence. Quand il y a eu la Covid, l'État n'avait rien et chaque pays s'était recroquevillé, mais le chef d'État qui était là a pu mobiliser 1000 milliards. Si vous pouvez mobiliser 1000 milliards pour régler la question des travailleurs, au moins que ça, on pourrait le faire. Quel est le problème? C'est un passif. Et tant que ce passif-là n'est pas soldé, donc ce sera une rupture nulle. Parce que les gens vont dire, d'ailleurs, vous avez vu hier dans vos antennes là, bon, à Ziguinchor, vous voyez les problèmes qui se posent. Même pas de détergent. Un hôpital comme ça qui n'a même pas... Ils l'ont dit, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de Le bloc est fermé, le bloc opérateur, une région comme Ziguinchor, alors que l'hôpital régional était d'abord une antenne chirurgicale. Oui. J'ai passé 10 ans là-bas.
L'hôpital régional de Ziguinchor était une antenne chirurgicale créée avec la guerre du PHGC. Oui. Si cet hôpital-là voit son bloc opératoire fermé, où est-ce qu'on est, comme vous le dites là, on est où là? On est où là? On est où là? Et c'est ça. Mais voilà la même question. Oui. Est-ce qu'on peut dire sous le sceau d'un pacte, alors croisez les bras, taisez-vous pendant 3 ans? Alors que ce ne sont pas les faîtières qui sont dans la rue, ce sont les sectoriels qui sont dans la rue, qui signent des pactes. Et ces faîtières n'accompagnent pas les sectoriels. Je vous dis, nous sommes presque les parents pauvres de ces faîtières-là. Et il n'y a pas de faîtière sans sectoriel. C'est une relation dialectique. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, je vais emprunter à Fessidia Diaye une célèbre expression, est-ce que vous êtes en train de nous confirmer que ceux qui sont à la tête de ces fêtières-là sont plus dans la lutte des places que dans la lutte des classes? En tout cas, c'est tout comme moi. Je ne dirais pas le contraire, moi aussi. Je ne dirais pas le contraire, parce qu'on signe des pactes qui clouent les gens sur place pendant 3 ans, et pour faire quoi? Mais pendant ce temps, les autres déroulent. Mais au nom de quoi? Pourquoi? Un pacte, c'est un pacte, mais je pense que c'est un accord. D'ailleurs, nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si André Guessem aussi avait signé un pacte tacite. Parce que déjà, nous, on a donné même un bol d'air au gouvernement. Parce qu'avec la rétention de l'information sanitaire, le Sénégal est devenu aveugle au niveau de l'OMS. C'est ce qui paraît bizarre. Vous acceptez une chose et vous refusez l'autre chose. Justement. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. Si les gens nous avaient appelés pour nous dire que voilà, pour ce qui est des passifs, voilà ce qu'on devait faire. Voilà ce qu'on va faire, on pourra le dire. Mais le pacte n'a hébergé rien, aucun échéancier. Donc on espérait beaucoup avec ce pacte-là, qu'on puisse nous dire avec l'échéancier-là, voilà d'abord ce qu'on suit le passif, voilà ce montant. Donc de janvier, du 30 mai 2022 jusqu'à nos jours, donc pour un effectif pour une cible estimée à temps, voilà le montant, on va faire ceci, on ne va pas faire cela, etc. C'est ça. Mais on n'a pas répondu à ces questions-là. Et on nous dit attendez pendant 3 ans. Et vous voyez ce que ça fait? On nous met dans une situation impossible. On est dans l'impasse. Et aujourd'hui, ceux qui doivent avancer, pourquoi n'avanceraient-ils pas? Je vous dis, déjà, ne serait-ce que pour ce problème-là des techniciens supérieurs, on s'est battu depuis combien d'années pour cela? Ça devait se régler depuis fin 2018. On est en 2025. Et un décret, pourquoi on ne peut pas le signer pour héberger ces gens-là? Pourquoi on ne pourrait pas le signer? Pour que ces camarades-là puissent non seulement être alignés à la hiérarchie A2, mais aussi on pourrait même les promouvoir dans des postes de direction. Parce qu'au Sénégal, quand on est dans la hiérarchie B, on ne peut pas être directeur de quoi que ce soit. Mais si on est à la hiérarchie A, on peut être directeur, on peut être ministre et tout. Mais pourquoi aujourd'hui on est en train donc de retarder encore ça? Pourquoi? Pour un décret qu'on n'a pas encore signé. Et on dit c'est hébergé dans le pacte. Un pacte doit héberger un décret qui est passé encore, etc. Et maintenant d'autres documents aussi qui sont là, tels que par exemple le vote de certaines lois. Bon, la loi d'orientation sociale, on en a parlé. Bon, l'action sociale aussi, voyez-vous. Le budget de la santé, etc. Donc il n'y a pas de réponse précise sur ces questions-là. Et on nous dit, vous avez signé le pacte, bon, croisez les bras et c'est terminé. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une contrepartie qui n'est pas là. Et tant que cette contrepartie n'est pas là, les gens vont réclamer. Et puis, dans un pays organisé, mais le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose, les syndicats donc revendiquent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Sénégal a ratifié la convention 87 de l'OIT, portant sur la liberté syndicale, et la convention 98 portant sur la négociation collective. Et ensuite le conflit aussi, Fabrice, il est facteur de progrès. Le conflit, quand on le gère bien, il est facteur de progrès. Mais comment peut-on être dans un pays où on ne peut pas avoir de conflit de travail? Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Alors, vous les travailleurs suspendez tout, comme j'ai entendu quelque part dans un pays là où on a dit aux partis politiques, bon maintenant il n'y a plus d'activité politique. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Au nom de quoi? Mais au nom de quoi? Mais pourquoi faut-il que les gens qui ont le devoir de revendiquer, qui ont le droit de revendiquer, qui en contrepartie signent des accords qui sont foulés au pied par les employés, que sont le gouvernement et le patronat, et qu'on nous dise maintenant il n'y a plus rien à faire parce que le pays là est en ruine, nous n'avons rien à donner, bon, taisez-vous, mais quand même, mais parce que c'est ça, on ne navigue pas à compte courant. Mais quand même qu'on règle nos problèmes. Oui. Ou bien qu'on nous dise tel problème ne peut pas être réglé aujourd'hui, mais ça peut être réglé demain ou après-demain. Au moins qu'on vous donne une échéance. Mais il n'y en a pas. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez quand même déposé un préavis de grève. Oui. Mais est-ce que vous mesurez les conséquences? Mais ça, c'est naturel. Les préavis de grève. On en a déposé combien depuis quand? Et tout ce qu'on a eu, on ne l'a pas eu sur un plateau d'argent. Tout ce qu'on a eu, même Macky Sall avec André Guessem, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il n'avait rien. Faites la grève comme vous voulez.
Vous êtes 1000 et quelques, alors les ressources là, les paysans en ont besoin, etc. Mais quand ça a chauffé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sorti de l'argent. Il a augmenté les salaires de façon inédite. Macky Sall. Des augmentations substantielles, ça tout le monde le sait. Et pourtant il disait qu'il n'avait rien, qu'il ne pouvait rien faire. Et les fonctionnaires ne sont pas nombreux et prennent tout. Vous pensez que les tenants actuels du pouvoir sont dans les mêmes dispositions de Macky Sall, dire qu'on n'a rien alors qu'on peut tout faire? Ah, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent faire en tout cas. Ah bon, c'est-à-dire? Ah oui, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent faire. Ils font quoi? Ah bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aujourd'hui, par exemple, avec ne serait-ce que avec le fonds là, on est en train de donner de l'argent à des jeunes qui ont besoin de projets, qui ont des idées de projets, etc. En tout cas, au niveau du monde rural, on annonce aussi ce qu'on doit faire, 100 et quelques milliards, etc. Donc tout ce qu'on peut faire, on est en train de le faire. Mais le passif là aussi fait partie de cela. Les passifs. Le passif fait partie de cela. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire avec ceux qui auraient dû être reclassés et qui vont à la retraite, ou bien qui meurent sans être reclassés? Or, au moins, si on les avait reclassés avant leur mort ou avant leur retraite, ça aurait pu servir quelque chose au niveau de la pension, n'est-ce pas? Bien sûr. Ou bien ils auraient pu avoir une promotion. Mais c'est des drames sociaux aussi à ce niveau. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'État fasse tout en même temps, mais que l'État nous dise que par rapport au passif, j'ai hérité de passifs très lourds et j'ai des déficits budgétaires. Nous pensons qu'en d'ici 2029, nous allons étalonner cela. Nous allons faire en sorte qu'il y ait des moratoires. Et c'est de cela qu'on devait discuter, de ce moratoire-là. Et à partir d'avril jusqu'à nos jours, donc celui qui a droit à 100 francs aura 100 francs, ou bien aura 50 francs jusqu'à Nangam. C'est ça la négociation. Mais la négociation, c'est pas de nous retrouver dans une foire comme ça, là, d'empoignade, où les attentes, oui. Après, maintenant, oui, il y a les attentes, oui, mais aussi, en dehors des attentes, aussi, il y a aussi les engagements. Oui, engagement, attente. C'est ça la négociation. Engagement, attente. C'était juste une rencontre. Oui. C'était pas une négociation. Justement, mais nos camarades, aujourd'hui, ils piaffent d'impatience. Ils n'ont pas. Et puis, tenez-vous bien, une anecdote. Quand les fonctionnaires ont perçu en 2022, en mai, parce que le gouvernement avait dit clairement que ceux qui relèvent du centre Pétavin, pour ne pas dire les fonctionnaires, allaient payer au 30. 30 mai, je dis bien 2022. Oui. Étant donné que les autres avaient d'autres employeurs, parce que les employeurs délégués, c'est les établissements de santé, les hôpitaux et les collectivités locales, c'est les employeurs délégués, parce que le maire, il est agent de l'État aussi, mais aussi il est employeur. Bon, de ce point de vue, donc, on va faire le recensement pour tout cela. C'était ça, disons, la perspective. Et maintenant, quand on a fait ce recensement-là, donc ces gens-là, vous savez, ne pouvaient pas percevoir en fin mai. Mais il y en a qui sont endettés en fin juin, croyant qu'ils allaient percevoir. Il y a des gens qui sont endettés. Oui, parce que déjà, quand les fonctionnaires ont perçu, il y a des banques, parce qu'il y en a qui étaient dans des banques, il y avait même des prêts. Mais non seulement les banques ont racheté les prêts, mais ils leur ont même promis aussi d'autres prêts encore. Donc vous voyez, c'était excellent, parce que le pouvoir d'achat aussi avait augmenté. Ces gens-là aussi attendaient, mais à la fin de juin, il n'y a rien jusqu'à présent, et donc ça leur a même compliqué la vie, parce qu'ils espéraient tellement avoir cela. Mais jusqu'à présent, ils courent après. Mais pourquoi? C'est des priorités aussi. Donc vous mettez tout ça dans les priorités. Mais il faut quand même noter qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est un combat, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Bon. Pas quand même quand il a été question de rétention documentaire, pas à ce niveau, pas à ce rythme quand même. Non. Plus de 2 ans Non, nous avons bien précisé, parce que le législateur, lui, c'est le législateur qui a prescrit 30 jours francs pour que les deux parties puissent s'entendre avant d'aller en grève. Vous avez été contacté entre-temps? Donc, c'était le 6 novembre, enfin disons le 6 mai qu'on avait déposé. Oui. Donc, ils en ont jusqu'au 6 juin. Maintenant, d'ici le 6 juin, le gouvernement peut dire par rapport à ça, ce ne sont pas aussi des questions nouvelles, c'est des accords qui ont été signés. Ouais. Donc l'État peut dire, bon, sur ça, je peux faire ça, sur ça, je ne peux pas faire ça, etc. C'est ça la vraie négociation. C'est ça que cet échéancier-là devait héberger pour le pacte-là. Donc, si on arrivait à cela, à nous entendre, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant, ils font comme les autres, la politique de pourrissement jusqu'à l'expiration du préavis de grève, mais en ce moment-là, nous serions dans le droit donc, de décliner nos plans d'action. Et de ce point de vue-ci, dans les plans d'action, bon, on peut mettre tout ce qu'on veut. Soit c'est des grèves immédiatement, ou bien on peut aller vers, disons, le boycott des programmes, etc. Mais ça, c'est pas moi qui le dis ici.
Et nous sommes une organisation bien structurée, donc qui va réfléchir éventuellement sur ces plans d'action. Mais souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Mais en tenant compte que le gouvernement a les moyens aussi de vous contraindre. Justement, oui. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais le gouvernement n'a qu'à nous contraindre. Quel est le problème? Mais de toute façon, même le statut général, là, il prescrit le droit à la grève et le droit à la réquisition. Et vous avez vu, je vous le rappelle, parce que simplement une fois, quand on est allé en grève et que le ministre qui était là, le ministre d'alors, c'est le regretté, c'est le Tchernoba. Tchernoba avait réquisitionné tout le monde, du professeur agrégé au technicien de surface. Alors, on nous appelait dans les gendarmeries, tout ça là, pourquoi vous n'avez pas de déféré de l'eau? C'est un grand défaut dans ce pays-là. Mais Abdou Diouf nous a reçu quand Abdou Diouf. Mais monsieur le secrétaire général Barrow, mais vous avez foulé aux pieds mes réquisitions. Mais Barrow lui a dit, mais monsieur le président, mais c'est parce que votre ministre là a réquisitionné tout le monde, du professeur agrégé au technicien de surface. Oui. Or, le droit à la réquisition existe. Mais le droit aussi à la grève aussi est là. Le droit à la réquisition ne doit pas annuler le droit de grève. Il a dit, mais ça s'est passé comme ça. Alors finalement, on a levé tout. Et depuis lors, Fabrice, je vous dis, depuis lors, on a commencé, en tout cas avec mon magistère, on a commencé à faire la grève avec le respect des urgences et du service minimum. Et l'État aussi économise, parce que l'État courait derrière les agents pour leur donner des réquisitions. Souvent, on trouvait l'agent, souvent aussi Fabrice a disparu. Oui. Dans la nuit, on pouvait lui remettre la réquisition. Etc. Et ça faisait. Maintenant, avec le service minimum et les urgences, il y a moins d'impact. Mais maintenant, même un dispensaire, quand on le ferme, donc si quelqu'un a des migraines et qu'il n'arrive pas à se soulager, donc ça pose problème. Donc il ne faut pas qu'on en arrive à cela. Il ne faut pas qu'on en arrive à priver les malades de soins. Et c'est parce qu'on leur avait privé de soins pendant un temps tellement long que finalement nous avons dit qu'on reprenne cela, qu'on continue à soigner les gens, mais qu'on retienne les informations sanitaires, parce que l'État aussi pourra bouger. Mais si aussi l'État aussi ferme les yeux, voilà les dégâts. Et les dégâts sont énormes, hein. Ça, il faut en convenir. Parce que quand un bailleur vous donne de l'argent pour relever les indicateurs de santé, et c'est par rapport aussi à un contrat, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous donnez les ressources qu'il faut, que vous n'avez pas, vous avez le devoir donc de rendre compte. Mais si vous n'avez pas les données sanitaires, vous ne pouvez pas rendre compte. Nous savons qu'en faisant la rétention de l'information sanitaire, il y a deux objectifs. Donc, soit vous ne pourrez pas rendre compte de l'activité, vous ne pouvez pas rendre compte de cela. Parce que les bailleurs ont besoin de ces données-là. Et deuxièmement aussi, si vous n'avez pas les données sanitaires, vous ne pouvez pas planifier aussi. Donc l'État ne doit pas regarder faire. Et pourquoi? Pour simplement, nous pensons que pour des vétilles. Pour des vétilles. Parce que le droit, c'est un droit. Si un travailleur a droit à quelque chose, mais il faut le lui donner. Et si maintenant vous ne pouvez pas le lui donner, vous lui dites, bon, demain ou après-demain ou l'année prochaine, c'est aussi simple que ça. C'est pas tout de suite et maintenant. Mais il faut quand même qu'on en discute. Surtout un syndicat. Mais sinon, ce serait de la compromission. Donc, abandonnez tout ce que vous devez faire, laissez-moi faire ce que je dois faire, ça aussi c'est de la compromission. Nous acceptons les compromis dynamiques. Mais pas nous ne sommes pas dans la compromission aussi. Absolument. Alors, le rapport Fausse Covid-19, d'ailleurs, vous aviez été les artisans du Gorki. Ouais. Particulièrement, vous aviez toujours envoyé des tirs de semonce. L'opération